Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois de mars 2023. Donc plutôt long je pense comme vidéo, donc on va essayer d'aller directement dans le vif du sujet. Et c'est parti. Du coup on démarre avec les tomes 6 à 11 de Chainsaw Man par Tatsuki Fujimoto aux éditions Kaze, mais maintenant c'est Crunchyroll. Du coup Chainsaw Man, donc on embraye directement sur Chainsaw Man parce que à la fin de la dernière vidéo, il y avait les tomes 2 à 5. Donc voilà, c'est la suite. Moi, ça s'est fait fluidement, hein. J'ai enchaîné directement le 5, et puis hop, le lendemain, 6, 7, etc. Donc, c'est plus ou moins vraiment genre la même lecture qu'à la fin de la vidéo précédente, mais les tomes suivants. Et du coup, là, avec cette fin de... C'est pas la fin de Chainsaw Man, hein, si vous ne connaissez pas, mais... Voilà, c'est la fin d'une partie de l'histoire, on va dire, pour rester vague. Avec cette fin de partie de l'histoire, Chainsaw Man a encore fait un petit coup d'éclat, je trouve, parce que je m'y attendais pas à ce que ça s'embraye comme ça, on va dire, par la suite. Au moment où je vous parle, j'ai déjà lu le 12, parce que j'ai genre 2 mois de retard sur mes lectures du mois. Mais... voilà, je vous le dis, c'est encore un petit coup d'éclat de Chainsaw Man. Et c'est cool de voir que c'est pas juste la découverte qui est... Chainsaw Man, c'était vraiment pas juste la découverte qui était incroyable, c'est vraiment... Le manga ne s'interdit rien. Il y a des personnages qui meurent, je vous dis pas qui, je vous dis pas quand, bien entendu. Mais il y a des personnages qui meurent, qui pourtant avaient l'air, à certains moments de l'histoire, avaient l'air de personnages principaux, quoi. Enfin, c'était même des personnages principaux. Donc, l'histoire s'interdit vraiment rien, et là, il y a à la fin de ce tome 11, là, apparemment, il y a certains éléments du statu quo, j'essaie de rester vraiment très vague, hein, ou voire même de la structure de l'histoire, c'est pas encore très clair, qui sont chamboulés, quoi. C'est-à-dire, pour peu, comme je vous l'ai dit, j'ai juste lu le tome 2, c'est pas de ça qu'on parle, mais bon, j'ai juste lu le tome 12, que vous verrez le mois prochain, je pense, la vidéo du mois prochain. Mais pour ce qu'on en sait, ça pourrait devenir carrément une toute autre histoire. 12, 13, 14 machin, ça peut être il peut se passer n'importe quoi. Ça peut carrément changer de sujet, quoi, l'histoire s'il faut. Bon, peut-être pas non plus, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le mangaka s'interdit rien. Et est très audacieux. Et ça, j'aime bien. J'aime bien quand un manga est audacieux, comme ça, quand il se permet des trucs. C'est aussi un truc, par exemple, que je dis souvent sur Eden Zero. Parce que Eden Zero, il se permet parfois je vais pas dire parce que ce serait bête de spoiler Eden Zero sans faire exprès en parlant de Chainsaw Man, mais voilà, quand les mangaka comme ça se permettent dans des trucs qui sur le papier sont censés être des gros shonen du Shonen Jump, quoi, enfin pas pour Eden Zero, mais vous avez compris l'idée, quoi, c'est censé être un gros shonen aussi quand même. Voilà, c'est censé être des gros shonen un peu classiques, machin. Ils ont peur de rien, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent tuer tel ou tel perso à tel moment, bah ils le font. Et ça paraît pas gratuit en plus. C'est justifié dans un sens. Ça, c'est peut-être un truc dont j'aurais dû parler avant, parce qu'il y avait déjà des cas comme ça avant, de trucs assez audacieux dans les tomes 2 à 5. Mais voilà, là du coup on est sur la fin de cette partie de l'histoire, et franchement très cool. Alors voilà, j'avais dit la dernière vidéo que j'avais juste peut-être 2-3 pinaillages à faire sur Chainsaw Man. La plupart de mes pinaillages viendraient plutôt vers la fin quand même, hein. Vers la fin de cette partie, bien entendu, je répète, Chainsaw Man c'est pas fini, hein. Mais voilà, dans ces eaux-là, là, je trouve qu'il y a certains éléments de la fin qui auraient mérité des explications plus explicites, justement. Ça aurait été mieux on définisse exactement les objectifs et les tenants et les aboutissants de certains personnages, parce que vers la fin... on va dire que le grand méchant, je dévoile pas qui c'est, donc entre guillemets le grand méchant, c'est moi où il a des pouvoirs qu'on n'a pas, qui sortent un peu de nulle part, quoi. C'est bon, voilà, c'est le problème, j'essaie de rester vague pour pas spoiler, parce que je sais que Chainsaw Man en plus c'est très actuel, hein. Il me semble que l'anime est sorti il y a pas longtemps, donc je sais même pas s'il est encore en cours ou non, je crois qu'il est terminé, mais enfin en tout cas la saison 1, parce qu'à mon avis il y aura une saison 2. Voilà, donc difficile pour moi de spoiler, ce serait vraiment, surtout qu'en plus c'est le premier de la manga de la vidéo, ce serait vraiment désastreux que quelqu'un se fasse spoiler, parce que Chainsaw Man pour le coup c'est un manga qui est plein de surprises, donc
spoiler ce serait très grave, je pense. Donc voilà, je pensais en parler plus, franchement, mais le fait que je sois quelques mois dans le futur, là, enfin, je suis un peu en retard sur ma vidéo, et qu'en plus, on en ait parlé la vidéo d'avant, et que j'essaye de pas spoiler, et que, bon voilà, du coup, j'ai un peu ce qui se passe après en plus en tête, déjà. Donc, voilà, je vais pas rester 1000 ans dessus, d'autant que je suis déjà resté 1000 ans dessus la vidéo précédente. Toujours est-il que même si j'en parle pas beaucoup, c'est quand même une lecture qui m'a énormément marqué. Je vous le dis, là c'est parce que j'ai un peu trop de recul, je suis un peu trop dans le futur. Mais honnêtement, c'est tout ce que je vous ai dit quand je faisais partie des tomes, quand je vous ai parlé des tomes 2 à 5, c'est encore valable ici. Je vous ai dit, pour moi c'était la même lecture. Hein. C'est juste que le mois s'est enchevêtré de manière à ce que ça soit séparé sur 2 mois pour la vidéo. Mais voilà, donc tout ce que j'ai dit dans la vidéo précédente sur Chainsaw Man est encore valable. Donc voilà, je vais en rester là pour l'instant. Mais Chainsaw Man, franchement, si comme moi vous étiez un peu sceptique, je vous invite à regarder ces couvertures assez fantasques, assez recherchées. Voilà, moi les couvertures, je vous l'ai déjà dit, c'est un des trucs qui m'a qui a lancé la petite étincelle d'intrigue sur cette série. Et franchement, elle est carrément à la hauteur. Alors ensuite, on va directement donner la réponse à la question que j'avais plus ou moins posée dans la dernière vidéo. Quoique j'avais coupé des trucs au montage, donc je suis même plus sûr que j'en ai parlé tant que ça. Mais voilà, souvenez-vous, vu qu'on vient de parler de Chainsaw Man, je vous avais dit que ça faisait partie d'un trio de mangas qui sont un peu les shonen modernes très à la mode, qui moi me parlent pas trop, et même j'avais un tout petit peu d'antipathie que je sais superficielle, hein, mais envers ces mangas, parce que ils sont super hypés et que moi je m'en fichais. Vous voyez un peu le décalage. Donc voilà, si on me demandait qu'est-ce que t'en penses de donc en l'occurrence c'était Chainsaw Man, Demon Slayer et Jujutsu Kaisen, je vous aurais dit j'ai pas lu, mais ça m'a l'air bof tiers quoi. Donc bon, Chainsaw Man m'a prouvé le contraire de manière très puissante. Qu'en est-il des autres? Et oui, parce que là, il y a 2 tomes, les 2 premiers tomes, le manga dont on va parler là, c'est les 2 premiers tomes d'une série, une de ces 3 séries. Donc, laquelle des 2 qui reste, à votre avis, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen? Votez en commentaire là tout de suite, et envoyez-moi votre numéro de carte bleue. Non, c'est pas vrai. Donc, la réponse, vous la connaissez peut-être déjà si vous me connaissez bien, mais je pense que personne ne me connaît bien. Vous savez pas qui je suis, c'est pas grave. Hop, c'est Demon Slayer. Et oui, pourquoi vous auriez pu deviner si vous me connaissiez bien? Enfin, à travers les vidéos, hein, je veux dire. Parce que je les ai eus dans une opération, les 2 tomes pour le prix d'un. Vous voyez, quand ils sont plastifiés et que c'est 2 tomes achetés, ça coûte le prix d'un seul. Et ben, voilà, donc vous auriez pu deviner parce que vous savez probablement que je suis très radin et que je profite souvent de ces offres surtout. Mais voilà, donc Demon Slayer, alias Kimetsu no Yaiba, par Koyoharu Gotoge, je pense que ça se prononce comme ça, tome 1 et 2 du coup, et aux éditions Panini. D'ailleurs, tant qu'on est là, Demon Slayer, ça a clairement ressuscité Panini, hein. On est d'accord, enfin, de mon point de vue externe, c'est comme ça que je le voyais, parce que les mangas Panini, déjà, ils avaient pas très bonne réputation, de ce que j'ai compris, les éditions faites par Panini, et on les voyait pas souvent. Et depuis Demon Slayer, ils sont ah mais attends, ça se vend les mangas en fait. ils se sont réveillés les gars. Bon, par contre niveau prix, je crois qu'ils ont pas beaucoup amélioré le. Je sais plus combien coûtait. C'est en plus, à mon avis, ça va pas être marqué derrière. Ouais, non, vu qu'en plus c'est des volumes qui peuvent pas être vendus séparément. Ben voilà, le truc avec Panini, c'est qu'en plus ils étaient un peu chers de mémoire. Donc bon voilà. Demon Slayer du coup, qu'est-ce que j'ai à en dire? Bah oui, parce que Chainsaw Man m'a scotché. Parce que Chainsaw Man m'a détruit quoi, il m'a au sens positif. Le truc, j'avais plutôt un a priori négatif. Bon ok, c'était celui des 3 qui m'intéressait le plus quand même. Mais il a quand même bien cassé les préjugés, le Chainsaw Man. Donc est-ce que Demon Slayer a réussi aussi? Demon Slayer c'est déjà un peu plus ce à quoi je m'attendais vis-à-vis de ces 3 séries. Le truc, c'est que
Alors quand je dis ce à quoi je m'attendais, ça veut pas dire que j'ai pas aimé, hein. Ça veut dire que je m'attendais à ce que... En fait, ma philosophie avec ces 3 séries, c'était vraiment, ça m'intéresse pas. Si je les lis, je suis sûr que c'est sympathique, mais là, comme ça ne déchaîne pas ma passion ou ma hype, quoi. Et voilà, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. J'ai lu Demon Slayer tome 1 et 2, c'était sympathique, c'était un peu cool quand même de voir enfin concrètement ce que c'était. Parce que à part les têtes des persos que je vois popper à droite à gauche quand ça parle de manga ou d'anime, je savais pas trop comment ça se présentait concrètement, narrativement je veux dire. À part voilà, le postulat de base je l'avais déjà entendu, mais c'est toujours cool, voilà, j'ai enfin mis le nez dedans, c'est déjà bien. Au moins, moi je vois plus concrètement de quoi on me parle quand on me parle de Demon Slayer maintenant. Et ouais, c'est assez banal, c'est assez plan-plan. D'ailleurs, c'est un manga niveau... je sais pas, quelqu'un a dû voyager dans le temps pour le faire, ce manga, parce que c'est trop bizarre. C'est genre... Ah, attendez, bah, je vais regarder carrément la date pour pas vous dire de bêtises. Attention. Alors, non, faut pas que je regarde à travers les caméras, parce que sinon je vois rien. 2016. Ouais, c'est bien ça, 2016. Ok, donc... Hein, c'est un manga qui avait déjà été publié en France, hein, si vous le saviez pas, sous le nom Les Rôdeurs de la Nuit. Donc, je connais pas la date, mais probablement en 2016, vu que ça a l'air d'être la date de parution japonaise. Donc, Demon Slayer, c'est un manga de 2016, qui a eu un gros succès, mais plutôt vers la fin des années 2010. Désolé, j'ai pas les timings précis, je suis pas un historien de Demon Slayer non plus, mais vous voyez, quand on a commencé à en entendre vraiment beaucoup parler, ça avait déjà commencé depuis un certain temps, Demon Slayer, on est d'accord. Genre quand ça a commencé à être la hype et tout, et oh, nouveau gros shonen, Demon Slayer. En fait, ça existait déjà depuis longtemps. Du coup, on est sur un manga, si ma vision des choses est pas erronée, hein, sur un manga de 2016, mais qui a eu du succès plutôt fin des années 2010, et qui pourtant, quand tu le lis, t'as vraiment l'impression de lire un manga genre des années début des années 2000 quoi. Enfin, genre on dirait un truc même plus tôt si ça se trouve. Genre, tu me mettrais ça, tu me dirais que tu mets ça à côté de Senseiya ou des trucs comme ça choque pas trop en fait. C'est vraiment bizarre. L'esthétique du manga, en fait, il y a très peu de ce que je pense que c'est pour ça que cette impression, c'est parce qu'il y a très peu de trame. En fait, c'est un manga très à l'encre. En fait, il y a pas de, les dessins font un peu vieillot, du coup, c'est très bizarre. Vous voyez, il y a pas, genre là sur cette planche là par exemple, j'ai pris un truc au hasard. Hein. À part dans l'écharpe, peut-être il y a pas de trame. Vous voyez, je sais pas, je vais prendre une autre page au hasard. Vous voyez, c'est pas très tramé, c'est pas très, c'est vraiment fait beaucoup avec de l'encre les dessins, je trouve. Enfin, peut-être que c'est juste une impression qui n'est pas justifiée, hein, mais voilà, le dessin et même un peu le sujet et le rythme de l'histoire ont un style un peu vieillot. Alors c'est peut-être pour faire une espèce d'ambiance un peu estampe, comme ça, comme vous voyez le rouge là. Enfin, voilà, peut-être que c'est aussi voulu pour l'ambiance, vu que c'est un truc qui parle un peu de démons, de Japon féodal, ce genre de truc. C'est peut-être aussi une esthétique voulue, hein, parce que c'est très surprenant en fait quand tu essaies de mettre la timeline dans ta tête, surtout quand t'es pas un connaisseur comme moi. Moi, les 2 tomes de Demon Slayer, c'est ma seule expérience de la licence. Hein. Je comprends pas ce manga, il a voyagé dans le temps, c'est pas possible, c'est quoi le délire? On dirait un manga on dirait que c'est un manga qui est sorti en même temps que Senseiya quoi, et niveau esthétique je trouve et niveau ambiance, enfin c'est un peu bizarre, mais c'est un manga de 2016, mais il a eu du succès à la fin des années 2010, et c'est devenu genre comme si le truc il venait de sortir. Je comprends pas trop la timeline du délire. S'il y a des spécialistes de Demon Slayer qui peuvent m'éclairer dans les commentaires, me dire oui alors en fait il est sorti en 2016, mais il y a eu une pause et en fait c'est pour ça que quand il a repris à telle année il y a eu du succès. Enfin, je sais pas, j'ai inventé là, hein. C'est pas une info que je viens de vous donner, c'est ce que j'imagine que vous pourriez me dire dans les commentaires pour m'expliquer. Après ça se trouve je me suis complètement mélangé les pinceaux, hein. C'est pas impossible non plus. Mais voilà, donc Demon Slayer, bilan intéressant parce que ça avait, comme je vous ai dit, une esthétique un peu vieillotte qui a été intéressante à constater. Et l'histoire est pas mauvaise en soi, enfin je veux dire, ça se suit, je suis sûr que avec 2-3 tomes en plus, si j'avais eu jusqu'au tome 5 ou que ce soit, j'aurais pu même me prendre bien dans le scénario, quoi. Il y a des enjeux, il y a 2-3 trucs qui se passent. Mais voilà...
dans un peu cette lignée, encore une fois, de séries un peu vieillottes, ça met du temps à se mettre en place pleinement. Pour l'instant, il n'y a pas trop de personnages marquants ou trucs comme ça. Voilà, il y a des personnages que je connais parce qu'il y a 30 000 figurines et 30 000 gifs que tu vois partout sur internet, genre le blond ou le truc à tête de sanglier là. Bon, ils sont pas encore dans l'histoire à ce moment-là. On a vu le blond, je crois, mais il a rien dit quoi. Enfin, c'est un figurant pour l'instant. Donc voilà. Du coup, on est sur une situation plutôt intéressante, Demon Slayer. Je suis content d'avoir lu pour le coup. C'est toujours, au moins si c'est intéressant, quoi. Je veux dire, en plus ça m'a coûté un seul tome, j'ai eu les deux. Donc, quitte à commencer, c'était le moment ou jamais, et je regrette pas, c'était plutôt une découverte intéressante. Alors, ensuite, on va parler du tome 2 de Sakura Wars, donc Sakura Taizen, hein, par Oji Hiroi pour le scénario, Kosuke Fujishima pour le design, et le dessin par Iku Masa. Et c'est important, c'est aux éditions Manabooks. Pourquoi c'est important? Parce qu'en ouvrant ce tome de Sakura Wars, j'ai constaté que dedans il y avait, alors il n'y avait pas tout ça, il y avait une carte et celle-ci, voilà. Il y avait une carte Manabooks spéciale 5 ans. Et je me suis dit, oh, c'est cool comme délire. Et je me suis rendu compte, après avoir fait des recherches, que j'avais déjà d'autres mangas, je possédais déjà d'autres mangas qui avaient ces cartes à l'intérieur. Juste, je les avais pas ouverts parce qu'ils étaient dans ma pile de lecture. Donc il y avait un tome de Persona 4, mais qui malheureusement manquait, n'avait pas sa carte. Donc là j'ai envoyé un mail à Manabooks, ils sont censés m'envoyer les... au moment où je tourne, ils sont censés m'envoyer bientôt la carte du tome de Persona. Et il y a aussi Angels of Death, un tome de Angels of Death que j'avais déjà, avec une carte dedans, mais du coup je le savais pas, j'avais laissé dans son plastique. Et voilà, du coup je me doutais qu'il y avait un truc de caché dedans, parce qu'il y avait du plastique sans raison. Généralement s'il y a du plastique et qu'il n'y a pas un petit extrait gratuit derrière ou je sais pas quoi, c'est qu'il y a un truc caché à l'intérieur des tomes. Hein. Mais ouais, du coup je me suis renseigné, et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je fais la collection des cartes. Même j'ai acheté des séries, j'ai un tome de Assassin's Creed ou de Corpse Party ou de trucs comme ça que j'ai jamais lu. Alors ça c'est cool parce que le manga Dragon Quest et Final Fantasy apparemment, alors ils vont faire des packs à acheter un offert, vous voyez, donc je pourrais, vu que j'ai déjà acheté des tomes random de la série juste pour les cartes, bah, au moins je pourrais commencer la série à moindre frais. Parce que là je peux pas les lire les tomes, j'ai genre les tomes 24, 25, 26 ou un truc comme ça de Dragon Quest, je peux pas les lire quoi. Donc voilà, c'était juste pour le délire. Généralement ce genre de truc je peux pas en fait me le permettre, là je pouvais un petit peu plus, donc je me suis dit tu sais quoi, fais-toi plaisir, fais la collection des cartes. Il m'en manque pas beaucoup là, à part celle que comme je vous ai dit Manabooks doit m'envoyer. Parce qu'elle était manquante dans mon tome que j'ai acheté. Il m'en manque genre une, je crois. Genre, Assassin's Creed, il y en avait peut-être une dans le tome d'avant que j'ai pas eu. Après, c'est à ma connaissance, parce qu'il n'y a pas un listing très précis de toutes les cartes, malheureusement. Et j'ai pas non plus réussi à obtenir, pour ceux qui peut-être font la chasse comme moi des cartes, j'ai pas réussi à obtenir la boîte Manabooks. Je m'y suis pris peut-être un peu tard, parce que du coup, c'est avec ce tome-ci que je me suis rendu compte qu'il y avait des cartes cachées. Mais aucune librairie où j'ai demandé n'avait la boîte en métal Manabooks que tu es censé avoir gratos juste pour ranger tes cartes. Donc dommage. Mais ça c'est vraiment un truc que j'apprécie comme initiative de la part de Manabooks. En plus, ça vient pile au moment, ça vient pile piquer le fait que Noévé Graphics a arrêté ses cartes. Et d'ailleurs pourquoi les cartes Manabooks j'essaye de faire la collecte alors qu'en plus ça m'a fait acheter des séries que vraiment je comptais pas acheter. Enfin pas de sitôt en tout cas. Et pourquoi pas Noévé Graphics? Vous voyez, Noévé Graphics je me suis pas mis à acheter tout. Bon déjà comme je vous ai dit c'est parce que là je pouvais un petit peu plus me le permettre donc je me suis dit fais-toi plaisir. Mais en plus le truc c'est que les cartes Noévé Graphics c'était systématique. Donc en gros, si tu voulais toute la collecte des cartes Noévé Graphics, fallait acheter tout le catalogue Noévé Graphics. Même pas en plus, fallait acheter tout le catalogue Noévé Graphics et acheter 2 fois les tomes qui ont des versions collector parce que c'était pas la même carte à l'intérieur et qu'ils voulaient pas juste mettre les 2 cartes dans la version collector. Enfin voilà quoi. Enfin je me plains pas, enfin si, là je me plains un peu, mais je veux dire c'était cool les cartes Noévé Graphics, hein. J'étais fan du concept. Mais là vu que c'est un côté un peu plus exceptionnel, je sais que je vais pas devoir acheter tout leur catalogue pour avoir toutes les cartes. Vous voyez, juste 2 ou 3 mangas par mois, ceux où il y a les cartes, et puis voilà. Donc plutôt cool comme initiative. Là on n'a même pas tellement parlé du manga encore, mais déjà les cartes c'était une bonne surprise. Même si il m'en manquait une dans mon tome de Persona, mais
comme je vous ai dit, normalement ils sont censés me les envoyer là. Je sais pas s'ils ont déjà commencé l'envoi, j'espère. Mais du coup, alors, ce tome 2 de Sakura Wars, est-ce que c'est bien? Réponse, oui c'est bien. Donc voilà, Sakura Wars, comme j'ai dit la dernière fois, l'histoire me surprend par sa fluidité et la manière dont c'est narré, enfin... Il n'y a pas de problème quoi, c'est vraiment une adaptation de jeu vidéo qui pour l'instant est plutôt seamless, j'ai envie de dire, vous voyez, on capte pas trop que c'est une adaptation de jeu vidéo. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai jamais joué à Sakura Taisen et du coup je sais pas trop comment est le gameplay concrètement. J'ai l'impression que c'est un tactical dans ma tête mais je suis pas sûr. Donc voilà, le fait que je sais pas trop à quoi ressemblent les phases de gameplay, ça doit aussi peut-être jouer sur le fait que... bah je les vois pas passer. Parce que vous voyez, quand on lit un manga adapté d'un jeu vidéo, souvent on se rend compte que ce niveau-là, ils l'ont passé rapidement. Forcément, il y avait que du gameplay quoi. Dans le manga, ça aurait pas été très intéressant d'y passer 1000 ans. Ils ont pas fait tout un arc narratif sur comment Mario il a passé ce niveau. Je dis Mario pour l'exemple. Ce qui est logique. Là, du coup, je vois pas ce qu'ils ont décidé de passer un peu à la trappe parce que c'était pas intéressant scénaristiquement ou pas. J'ai l'impression pour l'instant que c'est vraiment un scénario, quoi. Vraiment, le scénario se suit. J'ai pas le sentiment qu'il y ait une pause très marquée dans le récit là pour mettre du gameplay. Donc vraiment, s'ils ont enlevé des bouts de gameplay là, ils l'ont fait de manière plutôt fluide, je trouve. Donc ça, c'est une bonne chose. Et le scénario pour l'instant est très intéressant et encore une fois, moi je suis très content parce que Sakura Taisen, moi je connaissais via Project Zone 2 et bah là du coup je peux enfin découvrir un peu c'est quoi l'histoire quoi, c'est qui ces gens. Je les aime bien moi, les musiques étaient cool en plus, parce que dans Project Zone 2 quand tu contrôles un personnage t'as sa musique souvent en fond, et les musiques étaient cool, les persos étaient sympathiques, le héros avait vraiment une dynamique un peu genre héros de RM un peu classique, vous voyez, qui subit plus qu'autre chose, mais ça avait l'air rigolo quoi. Enfin voilà, les personnages m'avaient l'air intéressants, donc je suis vraiment content de pouvoir me plonger dans le truc d'une manière qui n'est pas c'est pas une sous-manière quoi. Des fois ça peut, quand tu découvres une licence par une des adaptations, ça peut. Après ça l'est probablement dans un sens, hein, très honnêtement, parce que par exemple, je sais pas si par exemple vous avez découvert le Danganronpa par exemple, si vous avez découvert Danganronpa avec l'animé ou le manga. C'est des adaptations plutôt correctes. Le manga je pense qu'il est très bien. L'animé il était sympathique mais il y avait des petits couacs. Mais voilà, c'est des adaptations qui se valent quoi. C'est pas à la poubelle quoi, le manga ou l'animé Danganronpa. Toujours est-il que si vous avez découvert avec l'animé ou le manga, je peux vous dire que vous avez raté pas mal de choses en fait. Non pas qu'ils aient supprimé tellement de scénarios que ça, mais vous avez pas eu l'immersion, le mystère était moins prenant parce que c'est plus vous qui le résolviez, etc. etc. Les réflexions logiques étaient plus articulées par vos décisions, enfin pas des décisions mais par des décisions orientées si vous voulez. Mais enfin voilà quoi, tout ça pour dire que si Danganronpa vous l'avez découvert via les mangas ou l'animé, vous avez potentiellement apprécié votre expérience et c'est mérité, enfin je veux dire l'histoire est toujours la même hein, dans l'idée, mais franchement le jeu c'était un autre niveau. Pour quelqu'un qui a joué au jeu, j'ai joué au jeu d'abord, je vous dis le jeu c'était un autre niveau par rapport au manga ou à l'animé Danganronpa. Et ben là je me dis, ça se trouve, pour Sakura Wars c'est pareil. Ça se trouve en fait, là je vous dis oh le manga il est bien, il est seamless, tu vois pas que c'est un truc de jeu vidéo, machin, le scénario est fluide, bien raconté, t'as pas l'impression qu'ils ont enlevé des trucs. Ça se trouve là il y a quelqu'un, il a joué au jeu, et est vraiment devant la vidéo en train de se dire mais tu racontes n'importe quoi, ils ont tout enlevé là, ils ont ce personnage là, ils l'ont pas encore développé, ce personnage là, machin, ce bout de gameplay là qui en fait était important parce que voilà, et ben ils l'ont pas mis pour pas, enfin voilà quoi, peut-être que vous avez joué au jeu et vous savez à quel point en fait le jeu est au-dessus quoi, parce que immersion, parce que machin, parce que c'est fait pour être un jeu à la base et du coup tel truc est mieux présenté, tel truc tu le vis mieux, le quotidien est plus prenant parce que t'es plus dans la vie de tous les jours vu que c'est toi qui fais les actions, enfin j'en sais rien, j'ai pas joué au jeu encore une fois. Mais voilà, tout ça pour vous dire que si ça se trouve,
le manga arrive à me faire illusion, alors qu'en fait le jeu est beaucoup plus poussé sur plein d'aspects, et du coup ça serait intéressant de savoir. Mais bon, là je vais profiter plutôt du manga pour l'instant parce qu'il est très bien, à mon sens, de personne qui n'a pas joué au jeu. Alors, désolé si vous entendez des oiseaux, j'y peux pas grand chose, mais on enchaîne avec A Couple of Cuckoos, tome 4 à 7. Donc voilà, aux éditions Pika par Miki Yoshikawa. Donc A Couple of Cuckoos, voilà, donc j'en avais stacké un peu beaucoup des tomes, alors que c'est une série que j'aime beaucoup, donc c'était vraiment le hasard des achats qui fait que j'avais jamais le bon timing pour les lire. Mais A Couple of Cuckoos, c'est toujours une série très sympathique qui du coup avance hein, dans son concept que je vais rappeler vite fait vu que du coup ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans les vidéos. C'est en gros l'histoire de deux enfants qui ont été échangés à la naissance, un garçon et une fille, et qui du coup, pour que tout le monde soit content, les parents ils sont en mode bon bah on a qu'à les fiancer. S'ils se marient, ils sont tous les deux dans la même famille, et puis voilà, tout le monde a tout le monde comme enfant, voilà, comme ça tout le monde est content, toute la famille est réunie, et le couac est réglé, et voilà, et du coup, c'est ça qu'on va suivre, c'est une comédie romantique, voilà, avec le truc classique des deux personnages qui sont fiancés dès le début alors qu'ils se connaissent même pas. Et c'est voilà une histoire que je trouve vraiment plutôt sympa, en plus c'est par l'auteur de Yamada-kun and the Seven Witches, qui est un manga que j'aime beaucoup. Et en parlant de Yamada-kun and the Seven Witches, un truc qui transparaît de plus en plus, je trouve, et à mes yeux c'est vraiment un risque qui plane sur cette série un peu, c'est le fait que y a vraiment un potentiel de drama très élevé en fait. Cette série risque à tout moment, je trouve, de virer au drama, et pas au drama genre une situation dramatique où quelqu'un meurt, quoi que ce soit, je veux dire, vraiment au drama en mode un peu... j'ai pas de meilleure expression ou de comparaison, mais un peu en mode feu de l'amour ou truc comme ça, vous voyez, en mode, vraiment où genre drama amoureux, et ça c'est une crainte que j'ai en fait, parce que moi c'est en fait moi j'ai une limite, moi les romans j'aime bien quand c'est des romances assez innocentes, assez feel good. Il peut y avoir un peu d'enjeu, un peu de tension, mais faut pas que ça parte trop loin. Pour moi, il y a toujours la limite qu'il faut pas franchir, vous voyez. La limite où ça devient un truc qui me rend mélancolique un peu, qui me rend un peu triste. Alors, ça peut être bien, mais c'est pas trop mon délire, quoi. C'est un peu... quand il y a trop de drama, moi ça me rend triste en fait. Mais pour de vrai. J'aime bien quand c'est un peu... Quand même, ça reste dans une certaine limite. Et là... La limite n'a pas du tout été dépassée pour l'instant hein, dans le Couple of Cuckoos. Pour l'instant, c'est encore relativement une comédie romantique classique. Hein. Mais je me dis qu'il y a beaucoup de potentiel à drama en fait. Il y a beaucoup de situations qui peuvent dégénérer en machin se met à être amoureuse de machin et bidule se met à être amoureux de bidule. Enfin, voilà, je pense qu'il y a plusieurs portes ouvertes là qui pourraient amener à des situations où franchement ça me rendrait un peu triste quoi, parce que les deux persos principaux ou même d'autres persos secondaires, enfin oui, on aurait une romance avec un autre personnage, du coup voilà et machin, et ça enlève un peu la pureté du délire, et ça devient un peu un épisode de feuilleton quand ça part dans ce genre de délire, je trouve. Donc c'est pour ça que je préfère personnellement quand ça reste relativement dans certaines limites quoi. Vous voyez, genre il y a ce moment où il y a un truc qui se brise dans la relation entre deux personnages si ça part trop loin, vous voyez ce que je veux dire. Et personnellement, moi, même si le scénario fait en sorte que ça se reconstruise, je trouverais toujours ça un peu... je serais toujours un peu déconnecté du truc après coup, vous voyez. Donc bon. Si... C'est pour ça, c'est parce que en fait on découvre qu'il y a, sans spoiler précisément quoi que ce soit, hein, mais on découvre que par exemple une telle ou truc ou a peut-être un fiancé, que machin est peut-être amoureux de bidule, et que etc. etc. Et je me dis si ça va s'il y a des développements qui vont de ce côté-là, ça peut très vite partir du coup en
en machin, en fait, finalement, elle est amoureuse de Bidule, mais elle est fiancée à truc, mais du coup, elle sort quand même avec Bidule pour aller avec truc. Enfin, voilà, ce genre de délire, moi, ça me déprime plus qu'autre chose, en fait. C'est pour ça que j'espère que ça va pas partir trop dans cette catégorie-là. Alors, pourquoi j'ai cette crainte, en fait, pourquoi je parle de ça, à vrai dire, si pour l'instant c'est parti nulle part de précis. En fait, le truc, c'est que Yamada-kun and the Seven Witches, donc l'œuvre précédente de l'auteur, et justement c'est un truc, un problème qui à un moment a été mis sur la table, mais qui n'a jamais vraiment franchi la ligne, tout en étant quand même un peu à la limite de temps en temps, enfin ou en tout cas en te faisant croire qu'il allait à la limite. Parce que vous voyez dans Yamada-kun and the Seven Witches, sans préciser quoi que ce soit, il y a plusieurs passages où on te fait quand même comprendre que ça peut partir en vrille en fait là. Ou en tout cas on essaie de te le faire croire. Enfin, il y a 2-3 moments dans Yamada-kun and the Seven Witches où vraiment la romance principale est en danger. Mais en danger seulement temporairement, où ça va jamais aussi loin qu'on te le fait croire au début. Enfin voilà, il y a toujours un truc qui fait que ça reste dans les limites et ça reste de bonne foi, ça reste innocent. Enfin voilà, ça part jamais dans des délires, mais voilà, il y a des moments où, il y a des périodes où, quand je lisais les Yamada-kun and the Seven Witches, j'étais un peu... Oh, qu'est-ce qui va se passer dans ce tome-là? Parce que ce qu'on nous a... le cliffhanger du tome d'avant, là, il laissait entendre que peut-être il allait tout gâcher, quoi. J'espère que non. Puis heureusement, non. Mais du coup, t'as des périodes comme ça où je lisais Yamada-kun and the Seven Witches et j'étais un peu déprimé par le délire, quoi. Je me disais, oh, à tout moment ça part en vrille, s'il vous plaît. S'il vous plaît, redevenez tout mignon comme au début. Donc voilà, c'est pour ça, moi j'aime pas trop ce genre de drama, de trucs comme ça. Enfin, si, dans certaines limites ça peut passer, je veux bien qu'il y ait de l'attention, qu'il y ait de l'enjeu, que les personnages évoluent et se remettent en question et revoient leur rapport les uns aux autres, etc. Ça me va. Mais faut vraiment pas que ça parte dans des délires trop poussés, quoi. Faut pas... vous voyez, il y a une limite. Il y a... à partir du moment où la romance... faut que tu te dises que, quoi qu'il arrive, les deux persos, par exemple, qui sont censés être amoureux, ils sont amoureux quand même, vous voyez. Si à partir du moment où la limite est brisée, et où si par exemple une des waifus, là, partait, se mettait en couple avec je sais pas qui, et qu'on dévoile pas immédiatement après que c'était genre un stratagème, ou que c'était pas vrai, ou que c'était un prank, enfin voilà, pour moi, il y a vraiment des limites assez clair dans ces œuvres-là, comme quoi si tu pars trop vers le drama, la romance perd de sa force en fait. Voilà, si t'as l'impression que c'est les feux de l'amour, comme j'ai dit tout à l'heure, et qu'en fait la romance est pas totalement sincère ou pas totalement, enfin voilà, si ça devient trop terre à terre, ça devient vraiment déprimant, je trouve. C'est d'ailleurs, à mon avis, c'est d'ailleurs pour ça que souvent les héros de harem, par exemple, parce qu'on pourrait se dire, bah oui, mais le concept même d'un harem, le gars, il y a 30 personnes qui sont amoureuses de lui. Forcément ça fait du drama, quoi. Mais non, justement, ça fait jamais de drama. Pourquoi? Parce que justement le héros fait en sorte, soit le héros est bête, s'en rend pas compte et tout, et du coup c'est juste à la fin où c'est un peu dramatique, mais dramatique en mode il faut accepter son choix, machin. Ou alors ça peut aussi être, par exemple, si le héros est pas spécialement bête ou pas spécialement oblivious à tout ce qui se passe. Ça peut être par exemple aussi parce que les héroïnes sont très wholesome, si vous voulez, enfin très genre on est tout amis, on se soutient mutuellement, machin. Voilà, il y a toujours un truc qui fait que dans une romance harem par exemple, qui fait que l'amour de tout le monde est sincère, vous voyez, et personne, et il n'y a pas de c'est pour ça aussi que le héros il se décide, c'est à peine s'il tient la main d'une de ses prétendantes tout au long de la série dans ce genre de harem. C'est parce que, forcément, s'il se met à embrasser un tel et à sortir avec bidule et un machin et un truc à tout bout de champ en changeant d'avis à chaque chapitre, forcément, c'est ce que j'ai dit, quoi. Nous, en tant que spectateurs, on va commencer à se dire que ça n'a aucun sens, que du coup la romance ça pourrait être n'importe qui, quoi, et on va être déconnecté du truc. Voilà, moi c'est un peu ça mon délire, c'est il faut que ça reste honnête, il faut que ça reste pur, entre gros guillemets, vous voyez. Faut pas que ça devienne
une usine à drama, quoi. Moi j'aime pas quand c'est ça, je trouve que ça brise un truc, quoi. J'ai pas trop d'exemples où c'est vraiment arrivé, hein, de cas concrets, mais il y a des fois où ça flirtait avec la limite et où je me suis dit non, ne pars pas trop loin s'il te plaît. Et à contrario, dans un sens, c'est aussi un truc que j'avais bien aimé avec Blood Rain. Je sais pas si vous vous souvenez, Blood Rain, c'est un manga dont je vous avais parlé vite fait. Blood Rain, ça m'avait beaucoup surpris, parce que le tome 1, j'avais trouvé ça bof tiers, et le tome 2 m'avait scotché, mais en fait, c'est un peu un truc d'horreur, un peu slasher, donc c'est un peu particulier. Mais du coup, en fait, là, par contre, ça part en full drama, mais en full drama irréversible, en ce qui me concerne, en tout cas. Et donc là, au contraire, c'est un truc qui m'avait un peu plu, parce que le manga part vraiment dans des délires, et il n'y a pas de retour en arrière possible en fait. Et ça du coup, au contraire, vous voyez, dans une œuvre qui était comme ça très sanglante depuis, enfin dès le début c'était un peu sanglant machin, donc c'était déjà un peu dark, vous voyez. Et comme c'était déjà dark, et que j'étais pas spécialement investi dans la romance de base du coup, et bah du coup quand c'est parti dans des délires de drama, là au contraire ça m'a plu, parce que ça partait à fond dans le délire, c'était tu veux du dark, t'as du dark, tiens regarde ce qui lui arrive à ton héroïne, c'est pas très pas très wholesome pour le coup, mais voilà, donc pour moi c'est pas intrinsèquement mauvais d'avoir du drama, des trucs comme ça, juste vraiment dans ce genre de romance voilà, romance un peu comédie comme ça, feel good, tout ça, c'est même quand ça essayait pas spécialement d'être feel good, vous voyez, ça casse vraiment le délire. La romance, c'est vraiment le cœur de ce genre d'œuvre, vu que c'est des œuvres de romance. Donc, si t'y crois plus parce que le héros ou l'héroïne décide, c'est pas, est-ce que je sors avec bidule ou avec machin ou avec truc. Si ça devient, si l'hésitation est trop impactante, ça devient un peu un manga shoujo en fait. Vous voyez le délire? Parce que vraiment alors c'est un cliché, j'en ai pas lu énormément, donc je dis peut-être des bêtises, mais vous voyez le cliché vraiment du manga shoujo, c'est genre t'as l'héroïne qui est là en mode oh non, est-ce que je vais sortir avec beau gosse mystérieux ou avec beau gosse sympathique? Oh là là, lequel? Et du coup moi par exemple j'ai un peu du mal à m'immerger dans ce genre de fiction parce que de romance en tout cas, parce que bah du coup ouais bon si elle est amoureuse des deux de manière aussi conscientisée et aussi voilà elle est clairement sous le charme des deux, bah du coup le fait qu'elle choisisse machin ou bidule, je trouve que c'est un peu voilà, ça casse un peu la sincérité du délire, j'ai du mal à l'expliquer, je suis désolé. Alors que comme je vous l'ai dit dans les harems, bah souvent le héros il se rend compte de rien, ou alors ils sont tous amis et puis il prend sa décision à la fin parce que il se dit ah c'est là, je peux pas laisser traîner le truc plus longtemps, faut que, enfin voilà quoi. Le héros est toujours d'une naïveté qui fait que le gars, si tu sens qu'il y a zéro calcul et qu'il y a zéro oh non j'hésite entre machin et bidule, qui va-je choisir, ça arrive qu'il se demande, qu'il se pose les questions de oh là là, mais il sait jamais vraiment. C'est ça qui est cool dans les harems, c'est que, ou même dans les comédies romantiques en général, hein, c'est voilà, quand il y a de la naïveté derrière, quand il y a de la sincérité, moi c'est ça que j'aime bien. Et quand ça part dans des dramas, généralement c'est plus trop de la sincérité ou de la naïveté, c'est beaucoup plus calculé ou beaucoup plus girouette quoi. Puis si tu te dis que l'héroïne elle fait girouette, ou le héros, ou ça peut être de n'importe quel côté du truc, il fait girouette et du coup il est amoureux d'un tel, mais en fait finalement il... Enfin voilà, ça casse le délire en fait, ça... J'ai l'impression de répéter la même chose en boucle depuis tout à l'heure, mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans ces vidéos de répéter des trucs en boucle et de me rendre compte au montage qu'en fait c'était pas exactement en boucle, mais bon. J'espère que cette fois c'était pas exactement en boucle non plus. Voilà, donc on va passer au manga suivant, il y en a trop, j'ai parlé trop longtemps sur celui-là. Alors, on enchaîne sur One Punch Man, tome 26, par One pour l'œuvre originale, et le manga par Yusuke Murata aux éditions Kurokawa. Alors One Punch Man, vous avez vu cette couverture, elle est un peu bizarre, hein. Moi je trouve qu'elle est bizarre. Quand j'ai vu cette couverture, je me suis dit, ah c'est genre une édition spéciale ou quoi que ce soit, dessinée par un autre artiste, comme ils avaient fait genre pour My Hero Academia, un jour ils avaient fait ça, une édition collector d'un des tomes, c'était une couverture avec All Might dessinée par quelqu'un d'autre quoi. Et en fait non. C'est même j'avais vu ça sur je crois que j'avais vu sur un tweet là que la couverture de ce tome 26, et sous le tweet il y avait vraiment quelqu'un d'autre qui avait demandé mais c'est une version collector ou un délire comme ça, et en fait non, c'est vraiment le tome 26 avec cette couverture qui fait très manga si je puis dire, bon ce qui est un peu ironique
vu qu'on parle de manga depuis le début, mais vous voyez ce que je veux dire? One Punch Man n'a pas un style aussi manga animé d'habitude. Donc ça fait très bizarre. Je pense que c'est parce qu'ils ont un nouveau logiciel de colorisation ou un délire comme ça. Ouais, regardez, ça parle de colorisation numérique là, donc ça doit être ça. Ça sous-entendrait qu'il faisait tout à la main avant. C'est vrai? Parce que s'il faisait tout à la main avant, il est encore plus fort que ce que je pensais, le gars. Parce que ça se voyait pas, quoi, que c'était fait à la main, la colorisation. Hein. Bon, après, je sais qu'il y a des feutres qui rendent le truc beaucoup plus... je sais qu'il y a des feutres spécialisés qui laissent moins paraître les lignes et les trucs comme ça, mais n'empêche que s'il faisait les colorisations à la main avant, il était quand même sacrément balèze. Et ça expliquerait que le style paraisse un peu différent, plus lisse, plus animé, plus... voilà, donc ça paraît logique s'il a changé de technique de colorisation. Toujours est-il que ce tome-là, comme d'habitude, de One Punch Man est très intéressant. On arrive vraiment à la fin d'un arc, hein, ça se voit, mais One Punch Man t'es jamais sûr, parce que bon, si vous m'aviez demandé il y a 3 tomes, je vous aurais probablement dit la même chose. Mais il y a toujours un méchant secret derrière le méchant, et puis Saitama il est jamais là où il faut. Ou il est toujours là où il faut, je suppose que ça dépend comment on voit les choses. Donc voilà. Après, j'espère qu'à la fin de cet arc, on aura quand même je sais pas, un passage un peu plus tranche de vie où on suit un peu plus Saitama, ou bien un arc où Saitama est un peu plus mis en avant, quoi que ce soit. Parce que je vous avoue que j'aime beaucoup les personnages secondaires et la manière dont ils sont développés dans One Punch Man, mais quand même, ce serait bien quand même de nous montrer du Saitama un peu plus souvent. Il y en a un peu plus dans ce tome-là que dans les précédents, parce que vraiment, il y a des tomes de... Je sais pas, je vais dire au hasard, genre le tome 23, je suis sûr, il y a pas... Saitama, il fait rien dedans. Il fait rien du tout. J'ai dit un tome au hasard, mais dans ces eaux-là, quoi, vous voyez. Genre depuis le tome 25, là, il commence à se réveiller, à faire des trucs, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, ça me manque un peu de Saitama, je trouve. Moi, je veux plus de Saitama. Après, c'est un peu, est-ce que c'est pas un peu tout le délire du manga de te faire patienter jusqu'à ce que Saitama il fasse un truc de malade et puis qu'il s'en aille en faisant ok. Donc voilà, bon. Qui sait ce que nous réserve la suite. En tout cas, il y a des développements assez intéressants et décidément One Punch Man ils sont quand même balèzes pour te faire attacher aux personnages secondaires et tout. En plus on développe un peu plus Tatsumaki là. Ce qui est pas pour me déplaire parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est assez iconique de One Punch Man. Ça faisait partie des... Voilà, si je vous demandais de me citer les personnages de One Punch Man, vous m'auriez cité Saitama, Genos, puis ensuite très vite vous seriez arrivé à Tatsumaki parce que c'est un des personnages les plus iconiques. Mais dans le manga c'est vrai qu'on sait pratiquement rien sur elle à ce stade là. Donc là, plutôt cool, elle a l'air de se mettre un peu en avant. La couverture ment pas pour le coup. Donc voilà, One Punch Man, très sympa. On peut passer à la suite. Alors, on enchaîne avec Classroom for Heroes, tome 15, chez Doki Doki, par Shin Araki pour l'œuvre originale, Kohara Kishida pour le dessin, et Haruyuki Morisawa pour le character design. Donc, Classroom for Heroes, pour Heroes, je suis passé en espagnol pendant une fraction de seconde. Classroom for Heroes, toujours une petite série très sympathique. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce que cette couverture, je crois que c'est l'image qui était utilisée pour illustrer sur un site où j'allais le fait qu'ils avaient annoncé l'adaptation animée. Du coup, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à l'adaptation animée, le fait qu'il y ait cette couverture. Donc voilà, c'était une petite anecdote qui sera à rien. Mais Classroom for Heroes toujours aussi sympa, toujours une petite série très cool. Bah d'ailleurs, tout à l'heure, quand on parlait de Couple of Cuckoos, alors je vais pas non plus trop tergiverser là-dessus, hein, c'est juste parce que là du coup c'est un exemple parfait. Je vous disais, voilà, pour moi faut pas que ça passe un certain seuil de drama, sinon ça devient juste triste et ça te fait perdre un peu la sincérité des personnages, etc. C'est par exemple, vous voyez dans Classroom for Heroes, il y a un passage où elle, ce personnage-là, va se marier, ou est fiancée, ou je sais plus quoi, où t'as l'impression qu'elle est amoureuse, enfin qu'elle a un coup de cœur pour un autre personnage masculin. Et justement, le fait que ça parte jamais, ça dépasse jamais la limite, et c'est volontaire, c'est normal, c'est le... voilà, à aucun moment elle admet être amoureuse de cet autre personnage, donc c'est juste un truc que le héros suppose et est un peu jaloux, enfin vous voyez, ça va jamais... Il n'y a jamais ce moment, cette cassure où, même pour le drama facile, il n'y a jamais cette cassure où elle aurait vraiment dit « Oh non, je suis amoureuse de lui maintenant ».
il y a jamais ça. Il y a des trucs de jalousie, de machin comme ça, mais bien sûr que l'autre gars, on découvre qu'il est méchant ou un délire comme ça au bout d'un moment. C'est forcément, c'est ça peut pas être. En fait, si c'est des histoires de jalousie, de rivalité, de oh j'ai un fiancé machin, il faut toujours que ce soit désamorcé en fait. Faut jamais que ça aille trop loin, que ça franchisse la limite. Et voilà, Classroom for Heroes par exemple, c'est un truc très fun, très feel good. Si au milieu de la série, elle s'était mariée avec quelqu'un d'autre, ça aurait vraiment cassé le délire, quoi. C'est voilà. Donc je suis en train de repartir sur ce sujet alors que c'est même plus trop d'actualité. Enfin, c'est même plus trop approprié avec la série, hein, mais c'est juste parce que du coup c'est un exemple qui m'est venu en tête comme ça pour mieux expliquer parce que j'ai l'impression que j'avais un peu tourné en rond dans l'explication d'avant. Quoi qu'il en soit, Classroom for Heroes, qu'est-ce que j'ai à dire du coup sur ce tome précis? Bah, je trouve qu'ils ont la main de plus en plus lourde avec le Eishi. Alors, encore une fois, moi je suis pas du genre à être choqué par le Eishi, mais surtout que Classroom for Heroes, il y en avait un petit peu dès le début, faut être franc quand même. Mais, je sais pas, je trouve qu'ils y vont de manière beaucoup plus... ils y vont beaucoup plus avec leurs gros sabots dans ce tome-là, je sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression que les tomes suivants, ça va être pareil. Bon, pourquoi pas dans l'absolu, hein. Après tout, comme je l'ai dit la dernière fois, le truc avec Classroom for Heroes, c'est qu'ils ajoutent tellement de waifu que au bout d'un moment il y en a trop, quoi. Donc je me dis, si leur solution pour ne pas en rajouter à tous les coins de rue, c'est de faire plus de Heishi avec, pourquoi pas, hein. Je veux dire, c'est un moyen de mettre en avant les personnages comme les autres dans un sens. Voilà, après ça va pas spécialement contre le scénario, hein. Encore une fois, c'est pour l'instant en plus je crois que niveau scénario sur ce tome là on est surtout sur de la tranche de vie. Enfin ça a toujours été un peu de la tranche de vie Classroom for Heroes, mais ce que je veux dire c'est que je crois pas qu'il y ait de gros arcs en cours dans ce tome là, ou je crois qu'à la fin ils teasent un truc peut-être, mais voilà, c'est là on n'est pas dans un gros arc de Classroom for Heroes comme ça peut être le cas avec l'arc par exemple du monde des démons ou ce genre de truc. Là on est vraiment dans sur du tranquille. La couverture représente bien le délire en fait. C'est voilà, petite comédie romantique dans un monde de fantasy avec notre Brave toujours aussi ahuri mais toujours aussi attachant et beaucoup plus de Heishi, je sais pas pourquoi. Alors après on poursuit avec Fantasy Lazy Life, qui est donc une histoire qui avance encore et toujours. J'ai jamais énormément de choses à dire sur Fantasy Lazy Life, c'est dingue. Alors là c'est le tome 12 en fait aux éditions Delcourt Toukam, par Tsunehiko Watanabe pour le scénario, Neko Inotsuki pour le dessin et le character design par Jun Ayakura. Donc voilà, j'ai jamais grand chose à dire sur Fantasy Lazy Life, c'est dingue. Mais en fait c'est une histoire assez plan-plan. Et j'ai l'impression d'avoir à plusieurs reprises dit « Ah ça y est, on avance enfin dans l'aspect romance un peu harem » parce qu'en fait, vu qu'il s'est marié dès le début, et en vrai de vrai, et ça n'a jamais trop décollé. Le côté, ça nous a teasé plusieurs fois, mais le côté le héros faut qu'il se marie avec plusieurs prétendantes ou quoi que ce soit pour des raisons de royauté machin. On nous le tease, on nous dit « Ah ça risque d'arriver », mais ça n'arrive jamais vraiment. Parce que le gars, il est marié, il est heureux et il veut pas se remarier avec quelqu'un d'autre à côté, quoi. Donc du coup, je sais pas quoi dire, parce que je pourrais redire que ça commence à aller de plus en plus en avant, ça arrive, et le côté harem va peut-être se mettre en place ou quoi que ce soit. Mais franchement, j'ai l'impression que dans 5 tomes, on y est encore. Ce qui me déplaît pas, hein. Moi je suis pas forcément là, pour le coup j'aime bien les romances tout ça, mais là je suis pas forcément là pour le harem. Là c'est vraiment plus l'histoire qui me porte. Et donc pas besoin qu'il y ait forcément des romances concrètes. Donc voilà, c'est juste une petite histoire sympathique, tu te laisses porter, des fois il y a de la géopolitique, des fois c'est un peu plus tranquille. De manière globale c'est vraiment surtout des intrigues politiques, hein. Mais pas des trucs trop compliqués. C'est plutôt sympa à suivre, je trouve. C'est un manga qui sort du lot sans être particulièrement fulgurant, quoi. Je regrette vraiment pas de le lire, mais quand j'ai un tome en attente de lecture, je vais pas courir le lire, mais c'est pas le dernier que je vais lire non plus, quoi. Vous voyez,
Pour le coup, c'est le genre de petite série sympa qui te fait dire ah, ça je le lirai bien. Mais avant, je peux lire ça ou ça, c'est pas grave. Donc, au moins c'est relax, quoi. Enfin, y a pas d'embrouille, y a pas de... Personne va devenir fou autour de ce manga, mais personne va le détester, je pense. Enfin, y a pas de... Il n'y a rien à lui reprocher, il y a pas de... Il a quelques qualités, bien entendu, hein, sinon ce serait beaucoup moins bien, mais... Voilà, il a quelques qualités qui lui sont propres, et il fait son propre délire, quoi. Il y a vraiment pas de... Il n'y a pas d'embrouille, quoi, avec ce manga. C'est le petit manga plan-plan, qui avance pas énormément, mais qui en même temps avance à un bon rythme. Je veux dire, c'est une série plutôt calme, quoi, donc le rythme est pas mal. Il y a des enjeux de temps en temps, hein, c'est pas, on s'ennuie, mais c'est une série, quoi. Série que j'aime bien, je vous la conseille. Si vous avez pas peur des trucs un peu politiques, un peu plan-plan, un peu... Voilà, le héros c'est pas un héros de film d'action, quoi. Il va clairement pas faire les 400 coups, même s'il y a 1, 2, 3 moments d'action, parce que c'est quand même dans un monde de fantasy. Faut bien qu'à un moment il chevauche un dragon ou un délire comme ça. C'est pas exactement ça, hein. J'ai dit un truc au pif, mais... Vous voyez. Donc, voilà, Fantasy Easy Life. Très sympa, petite histoire cool, les persos sont responsables et tout, donc pourquoi pas. Alors, on enchaîne avec le tome 18 de GTO Paradise Lost, par Toru Fujisawa, bah c'est tout, parce que au-dessus il y a le nom de... Je crois que c'est le nom du personnage là, hein, on est d'accord. Parce que, bon, je pense pas que le personnage ait écrit son propre manga. Alors, GTO Paradise Lost, c'est un tome, alors... J'ai pas énormément de choses à dire parce que en fait c'est comme pour Fantasy Life, c'est le même genre de truc que je répète depuis 4-5 tomes là de GTO, je répète tout le temps la même chose, je dis toujours, on approche de la fin, le moment où la prison et le flashback vont se rejoindre, à mon avis s'approche de plus en plus. Mais c'est pas ça que je... Enfin si, du coup je l'ai répété, mais c'est pas ça que je vais répéter. Ce que je vais dire, c'est que dans ce tome, sans spoiler, il se passe un truc qui quand même... ça m'étonne qu'on fasse pas plus de fanfare à ce sujet, parce que pour le personnage d'Onizuka, quand tu sais d'où il vient... il a enfin accompli son objectif, quoi. Je vais pas dire ce que c'est, mais ceux qui connaissent GTO connaissent, quoi. Genre Onizuka a enfin accompli un objectif bien précis et qui est un truc qui colle à son perso depuis le début du manga, et du coup c'est un peu fun de se dire voilà, quoi. Après ça sonne un peu aussi la fin, j'ai l'impression de... Ouais, je me dis, est-ce que après Paradise Lost sera encore du GTO? Je suis pas persuadé, hein, pour le coup. Ou alors peut-être genre un délire genre GTO Junior ou je sais pas quoi, vous voyez. Mais GTO, en vrai, enfin je veux dire, c'est un truc quand même assez représentatif du personnage et qui était quand même un moteur derrière certaines de ses actions. Donc je me dis que le personnage vraiment là a franchi un cap qui scénaristiquement n'a pas beaucoup de poids, mais au niveau du développement du personnage, ça pourrait tout changer en fait, maintenant que j'y pense. Donc bon, on verra bien. Vous savez pas de quoi je parle si vous avez pas lu, mais je vais pas vous dévoiler ce que c'est. Hein, je pense que vous avez compris si vous avez lu ce tome 18 précisément. Sinon, je vous invite à le refeuilleter et vous allez comprendre quel objectif accomplit Onizuka dans ce tome-là. Alors ensuite, on enchaîne avec Arifureta Origin par Ataru Kamichi pour le manga, Ryo Shirakome pour l'œuvre originale et le character design par Takayaki. Donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Donc Arifureta Origins, le spin-off préquel de Arifureta. Pas énormément de choses à dire parce que je déconnecte un peu de Arifureta Origins, là je vous avoue. Quand j'ai lu ce tome 4, j'ai mis un peu de temps à me remettre dans ce qui s'est... Voilà, qui étaient les personnages, comment, quoi, pourquoi. J'ai mis beaucoup de temps dans le tome à vraiment tout bien remettre en place dans la tête, notamment parce que à cause du rythme de lecture, je pense, hein, et aussi parce que je suis un peu déconnecté d'Arifureta, parce que Arifureta, j'ai le manga, je l'achète toujours, mais je ne le lis pas parce que je regarde l'anime en parallèle, mais ces derniers temps l'anime n'a pas sorti de 3ème saison encore, donc l'anime est plus trop frais dans ma tête non plus. Voilà. Et en plus, vu que c'est un spin-off qui se passe avant, vraiment, même si je me souvenais bien de l'animé, ça aurait pas changé grand-chose. Il y a des liens, visiblement, là, on va avoir affaire aux hommes poissons slash sirènes, enfin, je sais pas trop comment... J'ai oublié comment c'est censé s'appeler dans cet univers, mais vous voyez, ce délire de humain aquatique, quoi. Et je suppose, du coup, que ça a des liens avec la même espèce dans Arifureta standard.
parce qu'il y a la petite fille poisson aquatique dans Arifureta. Et voilà, donc c'est tout. C'est petite histoire, toujours en lien avec Arifureta classique, mais qui du coup n'est plus très frais dans ma tête. Et j'ai pas passé un mauvais moment, il y a des développements, enfin c'est une histoire qui peut se lire indépendamment de Arifureta de toute façon. Mais c'est vrai que le fait que je sois un peu déconnecté des tomes d'avant et de Arifureta standard, ça fait que j'ai mis beaucoup de temps à me remettre dedans et voilà, c'est une série qui mériterait peut-être que je m'investisse un peu plus. Après, vu qu'il y a le crossover Arifureta et Arifureta Origin en OAV qui est déjà sorti à l'heure actuelle, quand je le verrai, peut-être que ça me remettra plus dedans. Mais je vais attendre quand même qu'ils annoncent au moins la saison 3 avant de le regarder, je pense. Donc bon, on verra bien ce qu'il en est. Toujours est-il que ça reste une petite histoire très sympathique. Si vous l'avez lu mais que vous n'avez pas lu Arifureta, je serais curieux de connaître votre avis parce que pour le coup c'est un autre prisme de lecture. Donc ce serait intéressant aussi. On enchaîne sur Fairy Tail 100 Year Quest, tome 11 et 12 par Hiro Mashima pour l'œuvre originale et Atsuo Ueda pour le dessin aux éditions Pika. Alors, Fairy Tail 100 Year Quest, c'est la suite de Fairy Tail, toujours très sympathique. Pas grand chose à redire, en vrai, c'est... En fait, pareil, je me rends compte, c'est vraiment la journée des ouais, alors je dis souvent ça, parce que ouais, en fait, je dis souvent ça, mais pour moi, c'est une suite très légitime à Fairy Tail. C'est... il y a des développements sympathiques qui se basent... Il y a suffisamment de... Ça se base suffisamment sur les trucs préexistants, tout en apportant assez de nouveautés. Je trouve que c'est vraiment une suite digne de ce nom. C'est... Encore une fois, il y a les 2-3 couacs habituels. J'ai pas de trucs en tête dans cet homme précis, mais voilà. Si vous me demandez Fairy Tail Year Quest, est-ce que c'est une bonne suite à Fairy Tail? Oui. Est-ce que ça aurait été acceptable si ça avait été la continuation directe de Fairy Tail? Un petit peu moins, parce qu'il y a 2-3 couacs, 2-3 trucs un peu limites, quoi. Je le dis à chaque fois, c'est ça le problème, je me répète beaucoup. Et en même temps, est-ce que vous les avez vus, vous, les vidéos les autres vidéos où j'ai parlé de Fairy Tail Year Quest? Pas sûr. Donc est-ce que je me répète beaucoup, c'est dérangeant, ou est-ce que je me répète beaucoup, c'est une bonne chose? J'en sais rien. Voilà, toujours est-il que c'était très sympathique à suivre. On développe le lore, on développe les personnages. Alors, en plus, ouais, il va y avoir une adaptation animée un jour de 100 Year Quest, c'est déjà annoncé. Donc, pour les gens qui regardent l'animé, ça va vraiment être la suite vraiment directe, hein, parce que bah, en animé on est un peu plus habitué à avoir des suites qu'en manga, donc on fait un peu moins la dissociation, vous voyez. Donc je pense que pour les gens qui regardent l'animé, ce sera vraiment la suite. Et franchement, à part les 2-3 petites incohérences, entre gros guillemets, qui pourrait y avoir par rapport à Fairy Tail standard, ça se vaut, quoi. C'est une suite tout à fait correcte et très palpitante d'ailleurs. Moi, il y a des enjeux qui m'intéressent dans cette suite, donc franchement, Fairy Tail 100 Year Quest, c'est vraiment sympa. Je me demande ce qui va se passer pour Fairy Tail, par contre, après 100 Year Quest. Parce que ça ne durera pas indéfiniment. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Difficile à dire. Après, Fairy Tail a eu sa suite quand même relativement rapidement. Plus rapidement que ce à quoi on pouvait s'attendre, en tout cas. Donc, franchement, je pense que même si après 100 Year Quest, ils font plus rien de concret, ou à part 2-3 spin-offs ou des trucs comme ça, je pense qu'on en aura une dose de Fairy Tail et qu'on pourra être vraiment content. D'autant plus que Hiro Mashima, il a pas l'air de s'arrêter de travailler de sitôt. Je veux dire, le gars, il travaille sur 40 projets en même temps. Donc, à mon avis, vous inquiétez pas, il nous laisse pas tomber. En parlant d'Hiro Mashima, on en a parlé plus tôt dans la vidéo d'ailleurs. Eden Zero, tome 21, 22, 23 et 24. Hop. Ah ouais, et cet homme-là en plus, ouais, donc c'est par Hiro Mashima aux éditions Pika. Cet homme-là en plus, il y a pas mal de révélations. Maintenant que je la revois les couvertures, je me souviens de quoi on va parler là. Voilà, grosse révélation dans cet homme-ci. Et aussi gros enjeux parce qu'il y a des gros méchants qui se font bien battre. Et d'autres qui sont peut-être un peu moins battre. Voilà, il y a plein d'enjeux là, il y a plein de trucs à dire, mais en même temps pas grand chose parce que je veux pas spoiler. Donc Eden Zero tome 21-24, vraiment l'histoire prend un cap encore. Mais Eden Zero c'est pas si rare que l'histoire franchise des caps en fait. Je vous ai dit, c'est très audacieux, il se permet des trucs, et là pour le coup on a des révélations, et il paraît
si je me trompe pas, hein, si je me mélange pas les post-faces et les trucs comme ça, il paraît que c'est pas fini. Il paraît qu'il y a d'autres révélations qu'il a dans la manche, le petit Hiromashima. Donc ça c'est vraiment... le petit, c'est une façon de parler. Hein. Mais ouais, c'est vraiment une œuvre qui mérite toute notre attention et personnellement je suis très investi. Alors ensuite Mashle, tome 11, 12 et 13 aux éditions Crunchyroll maintenant par Hajime Komoto. Donc Mashle, pour ceux qui auraient oublié, c'est le Harry Potter sauce bodybuilder là. Et c'est un petit manga très sympathique sur un type qui n'a pas de magie mais qui devient magicien par la force des muscles. Et voilà, on est vraiment dans la phase, dans une phase très puissante là actuellement de la magie de Mashle. Hein. Vraiment, il y a des enjeux très importants. On arrive pas loin de la fin du monde pour tout dire. Et je sens que le manga arrive vraiment très proche de sa fin. Cela dit, il s'en sort plutôt bien, je trouve. Le manga est toujours très sympa à suivre, en fait. C'est une ambiance un peu spéciale, Mashle. Hein. Au début, j'étais dérouté par le fait que ce soit pas aussi comique qu'on pourrait le croire au premier abord. Et je m'y suis habitué de plus en plus, et puis maintenant j'en parle même plus, hein, du fait que c'est pas exactement ça qu'on s'attendait. Mais ça devient... Mashle, en fait, maintenant c'est très... pas émotionnel, mais... vous voyez, la morale est très appuyée en fait, le fait que Mashle, tu peux y arriver même si t'es pas magicien et que t'as ta place dans le monde, etc. Voilà, la morale est très appuyée en fait, et les antagonistes ont souvent plusieurs facettes et tout. C'est vraiment un shonen pur jus pour le coup. On est proche de trucs à la Naruto ou de trucs comme ça, dans l'ambiance. Et voilà, c'est assez sympathique à suivre, Mashle, franchement. Pas exactement ce à quoi on s'attendait au début, mais je crois que l'animé en plus va sortir dans pas longtemps au moment où je tourne. Donc, si vous êtes nouveau dans l'univers de Mashle, que vous avez vu un épisode de l'animé au hasard ou un extrait ou je ne sais quoi, franchement, procurez-vous le manga, c'est plutôt sympa à suivre aussi. Bon, après, si vous venez de voir l'animé, bon, vous avez peut-être pas envie de relire exactement la même histoire, mais en tout cas, ça vaut le coup. Après, je sais qu'il y a des gens qui boycottent un peu Crunchyroll pour les histoires de jaquettes, mais bon. Moi, c'est surtout pour ce qu'il y a dedans que j'achète les mangas. Et ce qu'il y a dedans est plutôt sympa dans le cas de Mashle. Ensuite, on enchaîne sur Diary Retry, tome 8 et 9, par Masayuki Abe pour le scénario et Jun Miura pour le dessin aux éditions Delcourt Tonkam. Donc Diary Retry, je rappelle parce que c'est pas super connu, c'est l'histoire d'un gars qui arrive à battre le roi des démons, ce genre de truc, qui a envahi le monde et tout. Mais à quel prix? Bah au prix de tout le monde est mort quoi. Donc le gars revient dans le passé et essaye d'endiguer l'invasion du roi démon avant que ça arrive. En rencontrant bien sûr de nouveau des gens qu'il avait déjà rencontrés dans la première timeline et en sauvant d'autres qui étaient morts, etc. Ce qui fait que les choses se passent pas exactement comme prévu. Mais voilà, donc c'est ça l'histoire. On est sur un gars qui essaye de sauver le monde du roi démon en remontant dans le temps. Et c'est une histoire qui est plutôt sympa, qui se suit plutôt bien, avec des enjeux qui avancent. Hein, la menace du roi démon se fait de plus en plus sentir, et le fait que la contre-attaque aussi du héros qui met en place de plus en plus de choses pour essayer de prévenir les gens et de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et du coup voilà, c'est un manga très sympathique qui poursuit son cours et qui visiblement maintenant sort les 2 tomes par 2 tomes, donc pourquoi pas, c'est un moyen de sortie qui peut être sympa aussi, au moins t'as le temps de bien t'immerger dedans quoi, quand tu le lis. Donc pourquoi pas, c'est peut-être que plus de séries devraient faire ça aussi. Alors, on enchaîne avec Konosuba tome 10 à 12 aux éditions Meian, par Masahito Watari pour le dessin, Natsume Akatsuki pour l'histoire originale et Kurone Mishima pour le chara design. Alors grosso modo là on suit tout un petit arc autour de la princesse du royaume. Et c'est un petit arc plutôt sympa. Ah, il y a tous les tomes qui tombent, désolé. C'est un petit arc plutôt sympa qui développe un peu le personnage principal, etc. Rien de transcendant à dire, si ce n'est qu'il y a un petit mystère qui est mis en place visiblement sur l'identité de la déesse. Déesse qui a tendance à me sortir un peu de l'esprit vu que
la déesse qu'on retient beaucoup dans Konosuba, c'est Aqua. Mais il y a une autre déesse du coup que j'avais un peu, voilà, qui m'était un peu sortie de la tête et qui nous dit à un moment, en fait, peut-être je suis pas juste la déesse, peut-être tu me connais déjà sous une autre forme dans ton quotidien. Donc très mystérieux. Peut-être que la réponse paraît évidente, mais bon, moi j'ai pas tout mon Konosuba appris par cœur, donc j'oublie peut-être un personnage. Moi je vois pas trop qui c'est en tout cas, donc plutôt sympa qu'il y ait un petit mystère qui s'installe comme ça, et curieux de lire la suite du coup. Alors ensuite on enchaîne sur Ishuzoku Reviewers, donc Interspecies Reviewers pardon en français, enfin en occidental parce que c'est en anglais. Le scénario par Amahara, le dessin par Masha et l'édition par Ototo. Donc ce tome-ci, le tome 5 du coup de Interspecies Reviewer, un peu assez intéressant parce que on sent que ça a été fait après que l'animé ait été mis en place. Parce que là on sent une petite ambition, enfin un peu plus d'ambition j'ai envie de dire, sur l'univers global, dans le sens où on ramène beaucoup d'éléments anciennement introduits, on ramène quelques personnages secondaires qui viennent faire des petits caméos par-ci par-là. Donc on a vraiment l'impression qu'ils se sont rendus compte grâce à l'adaptation animée que ouais ok, ça c'est devenu une licence, c'est devenu un truc, on a à y gagner à vraiment exploiter les personnages qu'on a ramenés avant, les trucs comme ça, et les mettre en avant une nouvelle fois. Donc vraiment là on sent un petit up d'ambition. Il y avait quelques ambitions avant, hein. Il y avait déjà un fil rouge, un scénario qui s'installait, notamment autour des anges et tout, et de la sorcière aussi, mais là on sent vraiment qu'ils se sont dit, ah il y a eu l'animé, c'est vraiment devenu une vraie franchise et tout, on ferait bien d'y aller d'aller un peu à l'accélérateur au niveau du scénario et des trucs comme ça, ce qui est pas une mauvaise chose. Et du coup il y a un équilibre un peu différent des autres tomes, en termes de nouvelles ethnies, de trucs comme ça, mais en même temps ça se sent que vraiment ils privilégient, ça c'est plutôt cool dans un sens, parce que bon des Heishi il y en a plein, mais là ils privilégient vraiment la créativité, j'ai l'impression, sur le Heishi, vous voyez. Même s'il faut, des fois t'as des ethnies, t'as même pas de scène un peu Heishi, t'as juste la description, mais en fait c'est vraiment le concept qui est fun, ils mettent vraiment en avant les concepts, et j'ai l'impression en tout cas qu'ils privilégient les concepts sur le Heishi pur et simple, et ça c'est vraiment une bonne chose, en même temps que ce style graphique un peu cartoon, c'est aussi plutôt pertinent je trouve, hein, parce que c'est vraiment, depuis le début c'est vraiment le côté fun et décomplexé et créatif de Interspecies Reviewer qui fait que c'est intéressant pour moi à suivre en tout cas. Donc là le fait que d'un côté ils aient un peu plus d'ambition au niveau scénario, enfin ou en tout cas que leur ambition se dévoile enfin, et que en même temps ils privilégient vraiment le fun sur le Heishi, tout en restant très Heishi, hein. Attention si vous connaissez pas, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est toujours plutôt fun, moi je trouve Interspecies Reviewer, et ça va dans une direction plutôt cool. Donc si vous êtes pas rebuté par le Heishi, c'est un truc pour bien rigoler de temps en temps. Alors, avant-dernier manga de la vidéo, Dragon Ball Super, tome 18 et 19, l'œuvre originale par Akira Toriyama, le dessin par Toyotaro, et ici c'est les éditions Glénat. Donc Dragon Ball Super, on avance et on s'approche je pense beaucoup de la fin de l'arc Granola. Granola, j'ai peur de me mélanger les pinceaux. Non, c'est bien Granola, hein, le type aux cheveux verts. C'est le céréal, hein. Non, parce que là, en fait, maintenant que j'y repense, j'ai un trou sur comment s'appelait le méchant d'avant. Ah non, c'est bon, il s'appelait Moro. Ok, c'est bon. J'ai pas mélangé, c'est bien l'arc Granola. Donc l'arc Granola approche de sa fin. Dragon Ball Super, bah, moi je trouve que c'est une suite légitime, hein. Forcément, c'est un peu comme Fairy Tail Android Quest, en fait, il y a les 2-3 retcons qui me restent un peu en travers de la gorge, notamment tout ce qui est la fusion Potala par exemple. Mais ça date un peu, vous voyez, c'est un truc qui date, donc c'est pas un truc que j'aurais reproché à cet arc-là. Les retcons qui sont faits dans cet arc-là sont pas vraiment des retcons, plus des approfondissements, donc ça passe à quoique, c'est vrai qu'il y a 2-3 retcons sur le fonctionnement des Namek et des Dragon Ball, si je dis pas de bêtises, sans rentrer dans les détails. Donc bon. C'est un peu comme Fairy Tail Android Quest, sauf que vu que c'est arrivé beaucoup plus tard, forcément aux yeux de beaucoup de monde c'est beaucoup moins légitime, mais moi c'est un peu kiff, même si Dragon Ball Super il y a tout un problème de cross-média aussi, parce que tu sais pas trop ce qui est canon, ce qui est pas canon, est-ce que c'est canon mais c'est pas exactement pareil, tu sais pas trop, parce qu'il y a l'anime et le manga qui étaient à peu près faits en même temps,
Puis Akira Toriyama il est impliqué dans les deux, mais il a probablement juste donné un synopsis aux deux. Enfin, c'est un peu bizarre. Puis après t'as les films. Au début c'était censé juste être des films Dragon Ball Super, mais après ils ont arrêté les films pour faire l'animé et en même temps ils ont démarré le manga. Mais au bout d'un moment ils ont arrêté l'animé, mais ils ont quand même continué à faire des films, des nouveaux films qui eux n'existent pas en animé ni en manga, mais dans le manga ils font quand même des ellipses pour dire le film s'est passé. Mais du coup des trucs genre Dragon Ball Super Héros, j'ai aucune idée de où ça se passe là. Est-ce que c'est dans le manga ou pas? Est-ce que si c'est dans le manga plus tard, est-ce que ça va se passer pareil? Vous voyez, est-ce que t'es censé comprendre que dans l'univers du manga, il s'est passé les films, mais pas au mot près pareil? Ou est-ce que t'es censé comprendre que vraiment les films sont canons en manga? Ça t'es pas sûr, parce que dans les films ils font jamais référence à des méchants du manga. Même dans Dragon Ball Super Héros qui, sur le papier, devrait se passer bien après, ils parlent de Jiren et de Broly comme si c'était leurs derniers adversaires, vous voyez. Donc tu sais pas trop où te placer au niveau des films, au niveau des séries, au niveau des mangas. C'est voilà, le petit couac supplémentaire qu'a Dragon Ball Super par rapport à Fairy Tail Underwater Quest. Mais sinon voilà, pour moi c'est une suite qui se tient, enfin, il n'y a pas de gros problèmes. Certains aiment pas trop la caractérisation des personnages, mais je trouve pas qu'ils soient, genre Son Goku par exemple leur paraît très enfantin. Moi, je pense pas qu'il soit si différent que ça, même si c'est vrai qu'il y avait un peu plus de moments serious business dans Dragon Ball tout court, en y regardant bien, mais c'est pas si flagrant que ça, je trouve. Donc, en ce qui me concerne, c'est voilà, une série qui se tient, peut-être 2-3 couacs sur quelques retcons, mais franchement, c'est plutôt sympa, et vraiment, c'est vraiment la suite de Dragon Ball, là, de Dragon Ball Z. Là, tu le sens un peu plus que... Alors j'ai pas regardé Dragon Ball GT à l'époque et j'ai toujours pas regardé d'ailleurs, même si j'ai prévu de le faire un jour. Mais vous voyez, Dragon Ball GT, il y avait vraiment cette envie de on retourne aux sources, on essaye un truc un peu différent, etc. Là, Dragon Ball Super, je sens que ça va être la version définitive de la suite de Dragon Ball, quoi. C'est ça que j'essaye de dire. C'est vraiment, ils y vont à fond et je pense pas qu'on aura un Dragon Ball Ultra dans 10 ans qui décanonisera tout Dragon Ball Super, vous voyez. Donc, à ce niveau-là, pour moi, c'est une suite légitime et une suite qui fait plusieurs choses bien. Voilà, j'insiste beaucoup sur le fait que c'est une suite que j'aime bien, mais c'est parce que je crois que sur Internet, les gens souvent ont plus de trucs négatifs à dire, surtout quand il y a des suites comme ça, de trucs qu'ils aiment bien et tout. À chaque micro-réaction d'un personnage, il y a des gens qui quand même sont très prompts à dire « Oh non, il aurait jamais réagi comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Non, cet univers, il a jamais été fait pour ça, c'est pas ça la philosophie de base du truc. » Alors que bon, dans le fond, ils savent pas trop, quoi. C'est pas toi qui l'as écrit, le bidule, tu sais pas. Ça se trouve, le personnage, je veux dire, dans la vraie vie... ton pote Jean-Pierre, eh ben, il réagit un peu aléatoirement. Tu peux, même si tu le connais bien, tu peux pas prévoir exactement comment il réagit à tel truc. Sinon, il y aurait jamais de conflit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est et donc dans un manga, en vrai, c'est un peu pareil. En vrai de vrai, Son Goku, tu le connais pas. Tu sais pas. Même si on a pu entendre ses pensées à certains moments dans le manga, tu sais pas comment il réagit. Enfin voilà, là je pars dans un autre débat un peu plus philosophique, un peu plus... mais voilà, l'idée c'est juste que moi j'aime bien Dragon Ball Super et je suis curieux de voir comment ça va évoluer. Donc, en plus, vraiment, il y a quelques temps, j'ai eu une réalisation avec le film Dragon Ball Super Héros et le fait que j'avais enfin lu tout Dragon Ball tout court, et ce qui inclut Dragon Ball Z hein, dans la version manga. Et du coup, voilà, j'ai vraiment eu cette réalisation que Dragon Ball c'est une œuvre que j'aime beaucoup, et que là, en fait, je suis à jour, en fait, je suis en train de vivre en direct, enfin, en décalé si tu comptes les gens qui lisent les scans et tout, mais, je veux dire, je suis en train de vivre la suite de Dragon Ball, en fait, et ça, c'est... parce qu'avant, il y avait toujours un petit couac de, en fait, j'ai jamais lu Dragon Ball tout court, et bah là, j'ai lu Dragon Ball tout court, et vraiment, j'ai réalisé, en réalisant que j'avais pas prévu d'aller voir Dragon Ball Super Héros, j'ai réalisé que, mais attends, c'est la prochaine étape de la licence Dragon Ball en fait, Dragon Ball Super Héros, ça va sûrement être canon au manga, et il y a le manga que je suis en train de lire et tout, donc ce serait vraiment bête de passer à côté, c'est pour ça que je suis allé le voir, et c'est vraiment à ce moment-là j'ai réalisé qu'en fait, mais oui, je suis en train de... Là c'est bon en fait, je suis en train de continuer Dragon Ball, et Dragon Ball c'est une œuvre que j'aime beaucoup, donc voilà, après, ça excuse pas forcément tous les retcons, tous les trucs comme ça, mais... autant profiter du moment à fond maintenant que j'ai réalisé à quel point en fait c'était cool dans l'idée. Donc voilà. On va passer au manga suivant. Alors le dernier manga de la vidéo c'est Criminel Fiançailles, tome 1 et 2 par Asuka Konichi aux éditions Pika. Et c'est un cas de
tome 1 acheté, le deuxième offert. Enfin, vous voyez, donc 2 tomes pour le prix d'un. C'était sous plastique et tout. J'ai acheté pas mal d'autres séries de cette opération-là, donc je pense que vous allez en voir dans le futur. Alors, le truc, d'ailleurs, j'aurais peut-être pu le mettre après Demon Slayer ou avant, enfin, histoire d'avoir que les séries 1 plus le deuxième offert soient côte à côte. Des fois je le fais, des fois, je vous le dis, hein, l'ordre des mangas est aléatoire, mais des fois je fais quand même des petites transitions, des petits liens, genre je fais exprès de mettre les... Je sais pas si, j'ai oublié si je l'ai fait dans cette vidéo là, mais je fais exprès de mettre les œuvres de Hiro Mashima côte à côte, je fais exprès de mettre les... Vous voyez, d'habitude je fais exprès de mettre les opérations, un tome acheté, le deuxième offert côte à côte, je fais exprès de faire ce genre de truc d'habitude. Mais le reste je le fais un peu au hasard, je pioche comme ça vient, ou je prends ce qui m'inspire le plus, quoi. Donc, voilà. Discussion qui sert à rien sur l'ordre des mangas. Mais bon, au cas où vous saviez pas, c'est pas l'ordre dans lesquels je les ai lus. Donc vous dites pas, ah c'est bizarre, t'as commencé ton mois par ça, alors qu'en fait, ça aurait peut-être été plus malin de commencer par ça, parce que comme ça après, voilà, il y a pas de, c'est pas, vous l'avez pas dans l'ordre où je l'ai lu, de toute façon. Donc voilà, donc pour Criminel Fiançailles. C'est donc, c'était pas la série qui m'intéressait le plus du lot, mais sur cette opération là j'ai un peu acheté presque toute l'opération, parce que je pouvais, et puis j'avais envie de découvrir des nouveaux trucs, donc pourquoi pas. Et c'était sympa, mais je m'attendais pas exactement à ça. En fait c'est beaucoup plus shoujo dans l'esprit que ce qu'on pourrait croire. C'est, bah déjà on suit le point de vue de la fille. Moi je pensais que ce serait une histoire un peu de couple à la, je sais pas moi, vous voyez les délires récents là où il y a beaucoup d'assassins et de meurtres et de guerres affiliés au thème de la romance, vous voyez, même Kaguya-sama ça rentre un peu dans cette catégorie. Il y a les trucs que j'ai pas lu, mais Spy X Family par exemple aussi, il y a ce côté espionnage, voilà, et en même temps famille, donc il y a probablement de la romance aussi dans Spy X Family, j'en sais rien, j'ai pas lu. S'il vous plaît ne me dites pas parce que je pense que je vais lire ou regarder un jour. Donc ne me dites vraiment rien, je suis super allergique au spoil, sous toutes ses formes. Donc voilà, merci d'avance. Mais ouais voilà, mais cette thématique, pareil, il y a Kiruru Kilmi aussi que j'aime beaucoup, qui est un manga où la romance, l'assassinat, la violence, la guerre, tous ces trucs là. Et donc là voilà, ce côté visiblement c'était un couple, mais il y avait elle avait l'air méchante, mais lui c'est un yakuza. Bah, je me disais c'est un peu un couple de gens dangereux, et mais peut-être que c'est un peu mignon, que c'est un peu rigolo, j'en sais rien. Final c'est beaucoup plus shoujo en fait, c'est beaucoup plus terre à terre. Et c'est l'histoire d'une fille du coup, parce que ouais c'est un tome 1, vaut mieux que je vous raconte vite fait de quoi ça parle, le synopsis. Alors c'est une fille qui est la fille d'un yakuza, qui va pas se fiancer, mais plus ou moins faire une rencontre arrangée sur le long terme, avec le fils d'un autre yakuza qui est d'un clan rival de l'autre côté du Japon ou je sais plus quoi, et en gros ils vont essayer de s'entendre et tout, et voir s'ils sont amoureux ou quoi que ce soit. Mais en fait le gars c'est un peu un psychopathe, et psychopathe haut niveau quoi. Et du coup la fille au bout d'un moment, au début elle essaye d'être sympa, tout ça machin, au bout d'un moment elle se fait, enfin le gars dit des trucs vraiment qu'il faut pas, et au bout d'un moment elle se dit oh tu sais quoi, toi je t'aime pas, mais je vais rester juste pour te rejeter quoi, ou un délire comme ça. Donc en gros c'est vraiment une romance, mais où les deux et surtout le gars sont pas très sympathiques en fait. Du coup c'est un peu bizarre. Et pour l'instant il y a même pas, vers le tome 2 il y a un rival potentiel au gars qui arrive. Et franchement je préfère qu'elle finisse avec le rival sur ce coup là. Parce que le gars principal, même avec une backstory triste ou je ne sais quoi, ça justifie pas tous les trucs qu'il a fait en fait. Donc je tiens pas pour lui moi. Je sais pas comment finira le manga, et j'ai pas prévu de le continuer dans l'immédiat. Mais franchement je tiens pas pour ce type là. Ce type là je l'aime pas, il est méchant. Elle est un peu tordue sur les bords, mais elle est plus gentille déjà. Donc voilà, j'espère qu'elle va pas finir avec ce gars là, parce que c'est un méchant, il est pas sympa. Et je l'aime pas trop. Donc voilà. C'était Criminel Fiançailles. Je vous invite, si ça vous intrigue cette histoire, à lire la suite, mais je vous préviens, je montre beaucoup de comédies romantiques un peu plutôt esprit shonen, haremesque, avec des gags et des trucs comme ça. Là on est plutôt sur un truc shoujo avec plus du drame que des gags à choisir. Bon il y a 2-3 gags aussi, hein, mais si
si vous prenez pas ça pour rigoler, quoi. Vous dites pas comme moi que c'est un truc un peu... ah, c'est rigolo. C'était quoi d'autre? C'était... Ah oui, Pour le pire. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. C'est un autre manga que j'avais en tête qui avait un peu ce délire de romance, mais en même temps meurtre, assassinat, truc comme ça. C'est Pour le pire, j'avais lu le chapitre 1 alors je sais plus par qui c'est édité, c'était peut-être dans un Glénat Manga News, ou alors c'était dans le Doki Doki News, enfin je sais plus comment ça s'appelle, le truc de Doki Doki. C'était un des deux, c'était dans une sorte de magazine là de prépublication entre gros guillemets, mais où ils prépublient rien, ils mettent juste les premiers chapitres. Gratos d'un des éditeurs. J'avais lu le chapitre 1 de Pour le pire. C'est un peu, voilà, je m'attendais à un truc dans ce délire là, où c'était une romance avec des gens un peu spéciaux, un peu dangereux, mais qui était plutôt du côté fun de la force. Là non, c'est vraiment du côté plus drama de la force et plus shoujo en termes de manière dont l'histoire est racontée et de lien entre les personnages. Vous voyez ce côté shoujo vraiment j'ai du mal à exprimer, mais vous voyez cette différence fondamentale qu'il y a entre les mangas shoujo et les mangas shonen de romance, où c'est toujours plus sérieux et plus drama, je trouve, dans les shoujo. Vous voyez, là où dans les shonen c'est toujours plus wholesome et plus fun, et puis à la fin ils sont tous amis. Et la morale c'est qu'ils sont tous amis et que ils ont vécu leur jeunesse et machin. Alors après j'ai jamais lu un shoujo jusqu'à la fin. Enfin, une romance shoujo, j'entends, jusqu'à la fin. J'ai jamais vraiment trop lu, ou même trop vu, à part peut-être Keisho Maid-sama, mais le manga, j'ai lu que le tome 1. L'anime, j'ai tout vu, mais je sais plus trop comment ça finit. Voilà, donc ça se trouve, à la fin, c'est aussi wholesome à la fin des mangas shoujo, hein, ça se trouve. Hein. C'est pas exclu du tout. Toujours est-il que je trouve l'ambiance plus fun et plus positive dans les mangas shonen. C'est peut-être moi qui ai un biais un peu bizarre, hein, mais voilà, donc Criminel Fiançailles, vous êtes prévenus. Bon, concernant le manga coup de cœur du mois, vous avez pas de surprise, pourquoi? Parce que je vous ai dit que c'était basiquement la même lecture pour moi, juste découpée sur 2 mois, donc ça va être comme la dernière vidéo, c'est Chainsaw Man, tome 6, 7, 8, 9 et 10, et 11, hop. Voilà, donc pour moi c'est ma lecture, mon coup de cœur du mois, hein. Donc pour rappel, si jamais c'est la première vidéo de moi que vous voyez, mon coup de cœur du mois c'est la lecture du mois que j'ai le plus apprécié. Après les critères sont plus ou moins concrets et plus ou moins intéressants selon ce que j'ai lu, mais là pour le coup c'est clairement celui qui sort du lot. Pourquoi? Bah parce que comme je l'ai dit, ça m'a complètement scotché en fait, Chainsaw Man. C'est vraiment dans ma tête, c'est vraiment passé de oh mais sérieux, quand il y avait les annonces et tout et que tout le monde était en mode hype sur le tome 1 et oh là là, Chainsaw Man, le nouveau truc, c'est génialissime. Moi j'étais vraiment en mode oh là là, mais vous exagérez, c'est le 14e nouveau truc du Shonen Jump qui est censé être le renouveau du Shonen ou je sais pas quoi. Vous allez arrêter un jour de dire ça. Et bon, ils sont pas totalement arrêtés, bon, voilà. Mais voilà, et Chainsaw Man pour le coup c'est maintenant je suis fan, mais pour de vrai je suis vraiment fan, donc quand il y a un nouveau tome qui sort je l'achète avec plaisir et je le lis le plus rapidement possible. C'est une série qui m'intrigue vraiment pleinement et je suis hyper content d'avoir lu ça et d'avoir découvert tout ça. Voilà, donc ça va faire 2 fois d'affilée que Chainsaw Man est le coup de cœur des mois, mais en même temps, dans ma tête, c'est la même lecture, hein, je vous le rappelle. Moi j'ai pas fait une pause entre le tome 6 et le tome 5 et le tome 6. Hein. Vraiment, j'ai lu le tome 5, le lendemain, j'ai lu le tome 6, 7. Hein, pour moi, c'est la même lecture, en fait. Donc, forcément, ça a été tellement impactant que c'est lui qui décroche tout, quoi. Et ça fait même un peu bizarre de dire ça en fait maintenant là, parce que comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai un peu de retard sur mes lectures du mois en termes de tournage, et du coup je suis un petit peu plus déconnecté là de mon expérience avec cet homme. Donc ça fait vraiment bizarre de dire à quel point ça m'a plu en n'ayant plus toute cette exaltation que j'avais au moment où je l'ai lu justement. C'est un sentiment un peu bizarre, mais ça n'enlève rien au fait que vraiment ça m'a marqué. Donc pour le coup, Chainsaw Man, si comme moi vous étiez un peu sceptique quand vous avez vu tous ces gens là qui survendaient le tome 1 alors que ça venait de sortir et qui te disaient que c'était le nouveau gros shonen alors qu'il y a une semaine ils te disaient que c'était autre chose, moi je vous le dis, ça c'est mérite Chainsaw Man. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde,
Je vais pas prétendre non plus que c'est le shonen révolution que tout le monde adore, mais franchement, je comprends totalement son succès maintenant. Je comprends pourquoi les gens ont été... Déjà, quand j'avais lu le tome 1, je me suis dit, ah, je comprends maintenant pourquoi ils ont pas pu s'empêcher de survendre le truc, en fait, quand ils le... Parce qu'en fait, c'est vraiment cool, le tome 1 de Chainsaw Man. Tu comprends direct ce qui est bien dans la série. Donc, je comprends que ce soit devenu un phénomène avec tout ce qui se passe dans ces tomes suivants. Donc voilà. Et le tome 12, au moment où je vous parle, je l'ai déjà lu, il sera dans un mois suivant. Et je vous préviens, c'était sympa aussi. Donc voilà, on va s'arrêter là parce que je vais pas vous spoiler le tome 12 alors que on n'est même pas dans la bonne vidéo pour en parler. Mais je vous dis, c'est mon coup de cœur du mois et ça ne me surprend absolument pas, j'ai pas eu à réfléchir beaucoup. Ok, donc bon, comme il y a beaucoup de mangas, pour les avoir tous dans le cadre, je suis dans une position un peu compliquée, donc excusez-moi si vous m'entendez un peu essoufflé. Quoi qu'il en soit, c'était une très grosse lecture du mois. Je vous avoue que je redoutais de faire cette vidéo parce qu'elle devait sûrement être longue. Vous ne le savez pas et je vous dis pas quand. Essayez de deviner dans les commentaires si vous avez du temps. Mais j'ai fait une pause à un moment de un jour carrément. Bon, c'était plus une question de timing que de pause. Hein. J'étais pas si fatigué que ça, mais voilà. Donc il y a une coupure dans cette vidéo. Je vous ai laissé essayer de deviner quand. Je sais pas si c'est dur ou facile. Quoi qu'il en soit, c'était une très grosse lecture. Et c'est plutôt sympa de voir que j'ai pu lire autant de mangas. Moi, des mangas, si je pouvais, j'en lirais tous les soirs. Bah, d'ailleurs, c'est presque ce que je fais en ce moment, vu que j'ai un peu de marge en termes de pile de lecture. Mais vraiment, un vrai plaisir de lire autant de mangas. Il y a beaucoup de séries. En y regardant, là, il y a que des trucs qui me plaisent, en fait. Et 2-3 nouveautés, c'est vrai. Il y a aussi Criminal Fiançailles et Demon Slayer. Mais sinon il y a vraiment que des trucs qui me plaisent en fait. Enfin, c'est normal, c'est les mangas que je suis, donc ça va pas être des trucs que j'aime pas, mais voilà, c'était un mois bien rempli visiblement. Je vous dis, je suis un peu en recul par rapport à ce mois-ci, vu que ça fait, je suis un peu tard dans le futur là, mais ou dans le passé. Enfin, ça dépend comment vous voyez les choses, mais quoi qu'il en soit, vraiment cool. Chainsaw Man toujours, hein. Bon, j'en ai déjà parlé dans les coups de cœur du mois. Et toujours un plaisir de voir que je peux lire autant de mangas et c'est vraiment super. Si vous en avez lu un de ceux-là, des tomes, hein, pas de la série, enfin, ou même de la série, mais je veux dire, spoilez pas quoi, c'est ça que j'essaye de dire. N'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires, hein. Il n'y a jamais personne qui vient me parler, mais je le rajoute parce que on sait jamais qui c'est. Ça se trouve demain, il y a mon meilleur pote de tous les temps qui va m'écrire en commentaire. Enfin, mon meilleur pote du futur, je ne le sais pas encore. Toi là qui regarde cette vidéo, peut-être que tu es mon meilleur pote. Ou peut-être que tu vas me détester. C'est plus probable quand j'y pense, parce que quand tu dialogues à l'écrit, souvent ça dégénère pour rien. Je pars en psychanalyse là. Non bon, ok. C'était Japanman, à plus.